Là. Hop. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va se mettre un peu dans la fraîcheur. On va passer aux produits de l'hiver prochain. Alors, donc, le résumé de la présentation, on va revenir un peu sur les bases de l'hiver au nord, quelles sont un peu les choses à s'attendre et à conseiller aux clients. On aura également un chapitre comparer la Laponie en Norvège et la Laponie en Finlande. Pardon. Et après, on va faire un peu plus détaillé chaque région et à la fin, un petit résumé des plus de Kon-Tiki. Alors, voici encore un petit résumé. On va commencer par les préjugés. Est-ce qu'il fait toujours nuit dans le Grand Nord? Donc, pour ceux qui connaissent peut-être déjà, ils savent que ce n'est pas forcément le cas. Donc, en décembre, déjà pour tout commencer, la Laponie, c'est un endroit où il neige, mais pas toute l'année, forcément. La neige commence gentiment à venir fin octobre, début novembre, donc c'est pas forcément plus tôt que chez nous. Donc on ne peut pas garantir aux gens qu'ils pourront aller à l'hiver plus tôt qu'en Suisse. Des fois, comme cette année, il a beaucoup neigé en novembre, ils avaient un manteau neigeux extraordinaire déjà début de la saison. Ils ont pu ouvrir les stations de ski, par exemple, déjà en novembre, mais ce n'est pas toute la année le cas. Donc, nous, on garantit la saison mi-décembre à fin mars. Mais c'est vrai que déjà, début décembre, c'est souvent possible de faire de la raquette, du ski de fond, des fois du chien de traîneau, mais pas toujours, parce que le chien de traîneau et la motoneige ont besoin d'un grand manteau neigeux et beaucoup de poudreuse, ce qui n'est pas forcément toujours le cas au départ. Mais en tout cas, pour les activités style raquette et ski de fond, c'est souvent faisable. Et donc, en décembre, c'est là où il va beaucoup neiger encore et il va faire très nuit. Le jour le plus sombre de l'année, c'est autour du 21 décembre. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'y étais, à partir du 11 décembre, on avait vraiment peu de luminosité. On était un peu toujours dans la pénombre. Mais grâce à la neige, vous avez toujours cette luminosité qui est en fait reflétée par les cristaux de neige. Donc, vous voyez un peu toujours devant vous. Vous n'allez pas voir le paysage, forcément toutes les collines autour, mais en tout cas, vous pouvez toujours vous déplacer sans lampe torche ou lampe frontale. Après, dans les villages, en général, il y a toujours un éclairage de ruelles ou de routes, mais dès que vous dépassez ça, il n'y aura plus. Donc, pour conduire aussi, c'est beaucoup plus fatigant parce que là, on est souvent quand même dans la nuit noire. Mais par contre, voilà, le genre de paysage typique, vous voyez très bien, en fait, quand même, surtout quand il y a la pleine lune, par exemple, ça donne quand même une luminosité assez sympa qu'on connaît peut-être nous aussi en montagne, avec la neige. Voilà quelques faits par rapport à la luminosité. Donc, vous voyez, donc, en décembre, c'est là où il y en a le moins. Puis après, ça augmente assez vite, que début janvier, mi-janvier, vous avez déjà les premières lueurs du soleil qui apparaissent. À partir du 20 janvier, vous voyez déjà le soleil à l'horizon. Si vous êtes un peu en hauteur, vous allez le voir apparaître vers les midis et il va disparaître vers les 14 heures. Et puis, plus vous vous rapprochez de février et de mars, c'est là où on aura vraiment de belles journées. Et après, il y a aussi toute cette luminosité avec des tons pastels, que c'est un peu comme une fin d'après-midi, mais c'est un peu toute la journée comme ça. Donc, c'est aussi assez surprenant de voir un peu ces tons-là, mais qui, du coup, permet de faire énormément d'activités. Voilà, par exemple, une idée de ces tons qu'on peut retrouver. Donc, on voit que c'est un petit peu la nuit, mais sans être la nuit. Donc, c'est aussi assez joli. Et donc, niveau paysage, bien sûr, normalement, on a énormément de neige.
Donc, on est souvent à 1-2 mètres facile au bord des routes. Après, les arbres se congèlent puisque vous êtes toujours dans des températures assez basses. La neige reste vraiment compacte et toujours très légère. Donc, elle reste facilement sur les arbres, ce qui donne un peu ce paysage très féerique et vraiment différent de chez nous, par exemple. Pour les températures aussi, à déterminer pour un séjour avec vos clients. Quand on est en famille, souvent on conseille plutôt février, surtout avec des enfants de moins de 8 ans, parce qu'ils ont moins la tolérance du froid ou ils bougent moins facilement, donc c'est moins facile à se réchauffer. Décembre, c'est vrai que bon, là c'est une moyenne, hein, on ne se représente pas trop, mais on peut quand même atteindre des moins 28, moins 30, ce qui est là très difficile à supporter pour les enfants, même pour nous. Il faut beaucoup mettre de couches, mais il faut bouger, sinon on ne tient pas très longtemps dehors. Après, en général, on est plutôt sur du moins 15, moins 20 dans cette période, avec les extrêmes du moins 30. Et sinon, sur février, ça tourne autour du moins 10, moins 15, qui est beaucoup plus facile. Après, c'est clair qu'en journée, il va quand même faire plus chaud que dans la nuit. Donc, si vous sortez le soir, vous allez devoir pouvoir rester moins longtemps, puis devoir vous réchauffer auprès d'un feu avec des boissons chaudes. Donc, c'est pas non plus comme chez nous, on peut rester comme ça sans problème. Souvent, les gens ont de la difficulté le soir quand ils vont voir les aurores. Ils n'ont pas prévu assez de couches ou pas du tout à boire. Et c'est là que du coup, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas voir bien les aurores parce qu'on a trop froid. Mais voilà, après, la période fait beaucoup aussi. Et puis c'est clair, sur Mars, on peut déjà attendre des températures vers 0, par exemple. Donc il fait beaucoup plus chaud, la neige commence gentiment à fondre. Mais après, toutes les activités sont faisables. Mais du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable. On peut rester très longtemps dehors. Après, il arrive aussi qu'à cause du réchauffement climatique, on ait des semaines à 0 degré en plein mois de janvier, par exemple. Ça peut arriver qu'il y ait un redout où il y a du vent chaud et par exemple les arbres commencent à fondre, la neige sur les arbres et puis il y a moins de neige. Après, ça va revenir, il y aura de nouveau un courant froid, mais c'est possible qu'on vive ça une semaine dans l'année, par exemple, à cette période. Donc, par rapport aux températures, on ne va pas bien s'habiller, on ne va pas mettre des jeans. Donc, en général, on va rester sur un habillement, si on part une semaine, en combi de ski. On va essayer de mettre un thermique, que ce soit bas ou haut. On va pouvoir prendre des pulls polaires ou des pulls en laine. On peut également prendre des pantalons outdoor pour ceux qui ne sont pas trop frileux. On va prendre la veste de ski, le pantalon de ski, bonnet, gants et chaussures d'hiver, par exemple bottes d'hiver où vous êtes bien dedans. Par exemple, pour la raquette, il faut quand même être confortable. Ou sinon, des bonnes chaussures de marche aussi. Si vous mettez les chaussettes en laine, ça convient très bien. Avoir un beau bonnet pour cacher les oreilles et peut-être des sous-gants des fois. Si vous avez des moufles, c'est préférable parce qu'on peut vite avoir froid aux extrémités. Donc, il fait un froid sec, mais par contre, pour tout le visage, c'est mieux d'être bien protégé. Par contre, pas trop hydraté parce que l'hydratation, il y a de l'eau dedans, donc ça a tendance à geler. Plutôt de la cold cream, par exemple. Toujours prendre un thermos, mais ça, c'est indiqué dans les documents pour les clients parce que sur place, voilà, comme ça, on prend toujours du thé avec soi. Et puis, voilà. On a fait un peu le tour de l'habillement. Après, pour toutes les excursions comme la motoneige, le chien de traîneau, il vous donne un overall, donc une pièce supplémentaire que vous mettez par-dessus tout votre équipement. Parce que comme vous allez un peu plus vite, et pour l'odeur aussi de l'essence ou des chiens, ça vous protège. Donc, c'est quelque chose qui vous fournissent pour l'excursion en plus. Donc, par rapport à la différence entre les deux destinations, donc c'est vraiment très différent, même si on reste sur un paysage hivernal. La Laponie finlandaise, le paysage est un peu le même partout. On va retrouver de la forêt, de la neige, des lacs gelés et des petites collines. Donc, on aille d'un endroit à un autre, ça ne va pas beaucoup évoluer. Après, il y a des spécificités dans tel et tel village. Par exemple, des fois, le centre est autour de cette colline, le centre, des fois, est juste autour d'une colline, des fois, le centre est sur la colline. C'est ça qui va un peu déterminer, mais en soi,
de faire 15 étapes, ça ne va pas changer grand-chose. Et on part plutôt sur un séjour en général stationnaire d'une semaine, puisqu'en plus on propose nos vols directs le samedi. Donc on va rester à un endroit fixe, on va profiter de faire toutes les activités. Souvent on pense qu'on va s'embêter une semaine, pas du tout. On a énormément à faire, même si on n'est pas très sportif. Même de temps en temps marcher à un endroit, aller voir les petits cafés des pistes qui sont hyper jolis, avec du charme pour manger un petit truc, ça prend déjà une journée. Donc après, vous occupez bien vos journées, surtout que l'aller et le retour, on ne les compte pas forcément puisque c'est plutôt des transferts et du vol. Donc vous avez 5 jours à disposition vraiment pour faire plein de choses, voir plein de choses. Et puis si vraiment, on peut faire des activités guidées, mais on peut vraiment faire s'occuper toute une semaine sans forcément avoir réservé quoi que ce soit. Et surtout, c'est le budget, la Laponie finlandaise, on est sur du bas budget. Pour vous donner une idée, par exemple, une semaine en maison à Keslempolo, on peut déjà partir pour décembre à 2000 francs par personne et pour février, par exemple, 1970. Et l'Ouesto qui est légèrement moins cher, par exemple, en décembre, on est sur du 1950 par personne et 1620 en février. Donc, on peut partir quand même de voyages abordables à tout le monde. Après, c'est clair que les excursions se rajoutent en plus, donc on a un budget supplémentaire, mais on peut quand même partir sur une base tout à fait acceptable. Tandis que la Norvège, là, on va être sur un budget beaucoup plus haut, plutôt du 2002-2005 pour une semaine. Donc, après, il y a quand même une différence par rapport à ça. Quant au paysage de la nord de la Norvège, donc on parle vraiment du nord de la Norvège qui est au-dessus du cercle polaire. On va parler plutôt des régions des Lofoten, de régions autour de Tromsø et de fjords. Donc c'est clair qu'on est au bord de la mer, donc on est protégé par le Gulf Stream. Donc les températures sont légèrement plus douces qu'en Laponie, on arrive assez rarement à du moins 30, mais il y a aussi moins de manteaux neigeux. Dès qu'on est sur la côte, on va avoir de la neige saupoudrée un peu partout, ce qui donne cet aspect un peu joli de paysage contrasté avec la mer. Par contre, on ne va pas pouvoir faire toutes les activités qu'on retrouve en Laponie, à moins de faire des transferts un peu plus longs qui vont sur le haut plateau de la Norvège, vers le Finnmark, où là, on est sur des plaines où il y a beaucoup plus de neige. Par contre aussi, tout ce qui est ski de fond, on oublie. On a quelques pistes de 1-2 kills par-ci par-là, mais voilà, ce n'est pas les grandes plaines qui sont en Laponie finlandaise. Mais du coup, on a d'autres activités sur la mer, par exemple, qui peuvent être envisagées. Pour les clients, ce qui est important, c'est que la Norvège, on va vraiment avoir besoin d'un véhicule. C'est assez rare qu'on puisse proposer un séjour sans voiture, puisqu'on va vouloir bouger. On propose un vol direct sur Evenes, qui est à l'entrée des Lofoten. Donc après, c'est envisageable de faire soit un circuit sur les Lofoten, soit un circuit sur le nord vers Tromsø. Après, tout dépend du temps à disposition et du nombre de kilomètres qu'on veut faire. Mais après, rouler au Lofoten, c'est pas très compliqué. Ça peut être un peu gelé par endroits, mais vous avez des pneus cloutés. Donc, c'est assez simple de rouler. On fait juste attention avec la vitesse, mais disons que c'est pas très compliqué si vos clients n'ont jamais utilisé. On voit pas forcément la différence avec nos pneus d'hiver. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et aussi, entre les deux destinations, on aura une vraie différence dans le type d'hébergement. En Laponie finlandaise, on part plutôt soit sur un séjour en maison rondin, qui est donc aménagé avec un salon, un sauna et une cheminée, donc un peu confortable, cosy, mais par contre où on doit se faire à manger. Il y a de toute façon des possibilités de restauration, mais disons qu'il n'y a rien qui est proposé directement dans l'hébergement. Ou alors, on a des hôtels qui sont à peu près partout, où là, on peut prévoir une demi-pension ou version petit déjeuner. Tandis qu'en Norvège, ce sera soit des hôtels, soit des rorbus. Les rorbus sont spécifiques au Lofoten ou à la région de Malangen, par exemple, où là, c'est des petites maisons de pêcheurs qui ont été rénovées et qui sont dans un appartement avec des petites couleurs et souvent au bord de la mer. Et c'est un peu ça l'hébergement typique, sinon c'est la version hôtelière. Donc vous voyez vraiment la différence aussi par rapport à la destination.
Donc un peu, voilà, mon résumé des destinations. Donc là, Laponie finlandaise, donc on est vraiment au-dessus du cercle polaire. Donc le cercle polaire est situé à Rovaniemi même. Donc ce qui est un peu en dessous, c'est aussi considéré comme la Laponie. On voit aussi des aurores boréales, mais elles peuvent être peut-être un peu moins intenses puisqu'on n'est pas directement dans l'atmosphère où les aurores sont, mais on les voit quand même souvent. Mais après, voilà, c'est à quelques kilomètres du cercle, c'est pas beaucoup plus bas. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitants. Les villages entre eux sont assez éloignés. Il faut souvent faire 40 minutes de route ou des fois 2 à 3 heures de route. Donc, ce n'est pas non plus une possibilité d'étape extraordinaire. On a un circuit itinérant avec une voiture sur la Laponie, mais disons qu'on ne peut pas choisir n'importe quel village, sinon ça ferait trop de kilomètres. Et la chose importante qu'on peut comparer entre la Laponie finlandaise et la Norvège, c'est le fait que la météo peut être plus stagnante sur le plateau de la Laponie finlandaise, puisqu'on est plutôt au centre du pays. Donc, c'est-à-dire s'il fait beau, ça peut durer plusieurs jours, mais s'il ne fait pas beau, ça peut aussi durer plusieurs jours. Tandis que sur la Norvège, où on est beaucoup plus dans le courant, ça peut changer assez facilement dans la journée. Donc, on a plus de chances en cas de mauvais temps de voir une aurore boréale qu'en Finlande. Après, en général, il y en a quand même beaucoup de fois par nuit, mais forcément, s'il y a des nuages, on ne les verra pas parce qu'elles se situent au-dessus de la limite nuageuse. Donc, les vols charter cette année, on remet les mêmes. Donc, on a de nouveau un vol direct de Genève sur Kittilä qui part de Noël à mi-mars. Et après, on a 2 autres vols de Zurich, que ce soit sur Kittilä ou Rovaniemi. Celui du Kittilä est la semaine d'avant, dès le 17 décembre. Et puis l'autre aussi de la même date depuis Noël. Donc ça, on peut combiner. Nos villages principaux où on a un guide stationnaire pendant tout l'hiver, c'est à Keslempolo et Luosto. Donc, ils sont tous près des aéroports, que ce soit Kittilä ou Rovaniemi. Donc, si vous réservez un séjour, on organise toujours le transfert privé donc dans un bus avec toutes les personnes qui vont dans la destination d'Akeslempolo ou de Luosto avec un guide. Donc, ça, c'est aussi assez sympa de pouvoir être guidé directement dans sa maison et avec les informations de la semaine. À Keslempolo, c'est un village assez grand, mais par rapport à d'autres destinations, on ne va pas forcément remarquer pour une première fois qu'on est dans un grand village. Donc, il y a environ 300 personnes à l'année d'habitants. Et puis, c'est vrai qu'en saison, en pleine saison, on peut atteindre les 1500 personnes. Mais c'est vrai que comme vous êtes dans une forêt, on ne va pas les voir comme ça. On ne va pas s'en rendre compte. La période la plus abondante, c'est vraiment entre Noël et Nouvel An et la période de février. Les Finlandais voyagent plutôt en mars pour ceux qui viennent dans cette région. Donc celui-ci de village est entouré de 7 collines. On ne voit pas les 7 directement dans le village, on en voit 4 en tout cas. Et c'est sympa parce que ces collines, on peut les gravir soit en raquette, soit en ski de fond, soit de manière différente avec des skis à peau. Donc, c'est aussi sympa de voir un peu ce dénivelé. Donc, on est aussi proche d'un parc national. Après, bien sûr, c'est une forêt, donc en hiver, on ne le remarque pas forcément qu'on est dans un parc national. Ça veut juste dire que les motoneiges ne pourraient pas y aller, donc ce sera peut-être un peu plus tranquille qu'à certains autres endroits. Et c'est la Mecque du ski de fond, donc on est vraiment sur un réseau énorme de ski de fond avec des difficultés différentes, donc vraiment pour tout le monde. On a un grand centre commercial, donc je vous parle de commerce alimentaire où il y a une pharmacie également dedans. Donc là, il y a vraiment toutes les denrées qu'on recherche. Il y a un large choix de maisons rustiques, donc avec soit un peu la modernité ou la façon rustique. On a un très bon hôtel, Lilas ou Mina, et sinon, il y a 5-6 autres hôtels un peu standards qu'on peut proposer aux clients.
Donc voilà, par exemple, 2-3 photos des maisons qu'on peut retrouver. Donc elles sont toutes assez charmantes. Voilà. Après, la cuisine est souvent rudimentaire, peut-être. C'est pas toujours une cuisine moderne, mais elle est toujours très bien équipée. On a toujours un four, un frigo. On a souvent un micro-ondes. On a de quoi se faire du café et du thé. Et puis, des fois, ils ont aussi toute la vaisselle nécessaire. On a toujours une cheminée où le bois est inclus et on a toujours un sauna dans la salle de bain. Donc l'Ouesto, qui est plus au sud vers Rovaniemi, là c'est un plus petit village, on dirait que peut-être il y a plus de 50 habitants à l'année. On est vraiment sur une petite ruelle. Autour, vous avez plein de maisons, 2 hôtels et un restaurant. Donc il y a moins de choix extérieurs, d'infrastructures, mais après toutes les activités, vous pouvez faire pareil. Donc pour ceux qui recherchent un peu du joli, du petit, et puis pour les familles aussi c'est indiqué. Pour ceux qui ne veulent pas non plus faire que du ski de fond, mais un petit choix d'activités différentes, c'est aussi très bien. Et on a une mine d'améthyste juste en dehors du village, qui est aussi assez sympa pour le choix d'activités. Donc on a 2 restaurants où on peut réserver. Après, on a plein de petits cafés d'épices aussi pour manger à midi. Donc il y a aussi d'autres choix pour le midi. Et donc 2 hôtels où sont les 2 restaurants en fait, où on peut aussi loger les clients. On a des igloos de verre dans ce village-là. Après, c'est pas forcément ceux qu'on vend le plus puisqu'ils sont sur le parking d'un des hôtels. Donc niveau luminosité, parce qu'il y a des réverbères juste à côté, c'est pas l'idéal pour voir les aurores. Mais sinon, les igloos sont très jolis. Donc voilà, donc ça c'est la région de l'Ouesto. Là, on a l'hôtel principal, la rue qui passe là. Et vous voyez qu'il y a la colline juste à côté où il y a une station de ski et toutes les maisons qui sont parsemées dans la forêt. On a également on a beaucoup plus de maisons rondins sur ce village-là, mais aussi quelques maisons modernes en bois plat. Pardon, j'ai passé un peu trop vite la carte. On a d'autres villages, comme par exemple Inari, Sariselke, Kilope. On a également Sala, Syöte, où on propose des hébergements, mais c'est juste la différence, c'est qu'on n'aura pas de guide stationnaire là-bas. Donc ces destinations sont soit proposées avec un transfert, soit avec une voiture de location, où on peut également faire un séjour d'une semaine ou plus court, suivant les endroits. Et ils ont soit des maisons, des lodges ou des hôtels. Donc là, on peut proposer d'autres alternatives aux clients, c'est juste que c'est un peu plus à la carte. Et avec ces variantes-là, des fois, on propose un vol directement sur Ivalo, qui est plus au nord, qui est dans la région d'Inari. Et pour la Suède, on a également la région de Jukkasjärvi, Kiruna, qui peut être proposée, ou on a aussi des vols possibles sur Kiruna. Donc voilà un peu les autres alternatives pour la Laponie. Donc ça peut être des logements un peu différents et il y a aussi pas mal de logements qui proposent leurs propres activités ou les activités du village. Donc voici un peu 2-3 photos. Donc on a parlé de la voiture, de la conduite. Donc vous voyez que les routes sont assez simples en soi. Et puis il n'y a pas vraiment de risque d'accident parce que tout autour vous avez des bornes de neige qui peuvent un peu amortir si vous faites un contour un peu trop sec. On a les igloos, enfin voilà, on a les chambres de neige par exemple. Il y a le chien de traîneau. Et puis là on voit pas bien, mais c'était l'igloo en verre. Je sais pas pourquoi ça vient pas correctement. Donc après, le type d'activité, je vous l'ai déjà mentionné, on est beaucoup dehors. Donc pour des personnes qui ne sont pas vraiment actives ou fans d'extérieur, ce n'est pas forcément la bonne destination, mais on a quand même pour tous les nouveaux, pour tous les goûts normalement. Donc le chien de traîneau, on conduit son propre attelage. On peut être une personne devant ou un adulte, un petit enfant. On peut faire 30 minutes, 2 heures, une demi-journée, une journée entière ou même toute une semaine pour les fans. Donc il y a vraiment un grand choix et c'est une activité très amusante qu'il faut faire au moins une fois dans son séjour. Après, c'est assez cher, on est plutôt sur du 200 francs par personne. Donc c'est vrai qu'à voir aussi avec les clients et leur budget. La motoneige, elle ne convient pas à tout le monde parce qu'il faut savoir que c'est
Un peu pour les amoureux de la conduite quand même. C'est vrai que c'est un peu plus polluant. On a peut-être l'odeur de la benzine, donc c'est pas forcément l'idéal pour être dans un paradis hivernal comme celui-ci, mais certains elle aime quand même, donc on le propose quand même. Ça peut être sous forme d'excursion standard ou aussi combiné avec la pêche dans la glace, par exemple. Celle-ci conviendrait aux familles. Il faut savoir que seules les personnes munies d'un permis B peuvent conduire une motoneige, donc il faut qu'ils aient une voiture. Et sinon, on peut mettre une personne derrière adulte qui ne peut pas conduire, qui est juste passager, mais les enfants qui sont trop petits, vraiment en dessous de 14, ne peuvent pas être derrière et seront sur une luge qui est tirée par le guide. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas mettre des enfants sur une motoneige. Après, on a les randonnées en raquettes. Donc, il y a pas mal de sentiers qui sont indiqués. On a des cartes qui sont souvent proposées par les guides où leurs renseignements peuvent vous suffire sur les différents trajets qu'on propose. Ou sinon, vous pouvez simplement aller n'importe où. Après, c'est juste que la neige est poudreuse, donc ça peut être plus pénible. Et sinon, on peut également proposer des tours en raquettes guidées. Après, on a de plus en plus la location de VTT clouté. Ça peut être normal ou électrique, donc ça, c'est aussi sympa. Pour découvrir un peu les sentiers. Donc les sentiers sont tassés, c'est fait exprès. Après, on a les rennes. Donc les rennes en hiver ne sont pas forcément en liberté, donc on ne peut pas les voir comme ça. C'est soit vous allez visiter une ferme aux rennes, où ils vous proposent de les nourrir, d'essayer le lasso, de découvrir un peu le monde des samis, comment ça se passe l'élevage. Et puis certains vous proposent un tour en traîneau. Après, c'est souvent petit parce que le renne n'est pas endurant. Et après, toutes ces cultures Sami, ça peut être proposé aussi sous forme d'histoire, où ils vous proposent un repas spécial. Donc, il y a vraiment beaucoup d'alternatives suivant la région où vous êtes. Et c'est assez intéressant de connaître un peu leur façon de vivre et puis leur tradition, leur artisanat. Donc, il y a beaucoup de moyens de les découvrir, soit directement chez eux, soit dans des musées. Dans nos deux stations principales, Ouosto et Keslem-Polo, les clients ont la possibilité pendant leur séjour de faire une soirée sauna. C'est où on loue un sauna privatisé. Et puis, donc, c'est séparé hommes-femmes. Et après, ils peuvent aller plonger dans l'eau, qui a un trou qui est fait exprès. Donc, c'est vraiment une expérience exceptionnelle qui est proposée donc, uniquement sur place. On doit s'inscrire et puis c'est gratuit. Et après, dans différentes régions, on peut louer les saunas pour soi-même. Et puis, les guides sont là pour vous donner les prix ou on peut vous donner aussi à la réservation. Voilà, vous avez les aurores boréales. Donc, nous, on propose notre alarme. C'est des caméras qui filment les aurores en temps voulu. Et après, on envoie les SMS directement au client. Donc, on utilise toujours la caméra au plus proche du client. C'est pour ça qu'on doit savoir où il loge. Et après, en fait, dans l'après-midi, vous avez aussi un pronostic qui est envoyé par SMS au client pour savoir si d'un coup, la qualité nuageuse est bonne, si le vent solaire est bon, et puis quelles sont les probabilités qu'il y en ait une dans la soirée. Et donc, soit on sort une fois qu'il y a l'alarme, puis on va les observer, soit on se programme une sortie en raquette pour être au meilleur endroit dégagé, mais après, on ne sait pas l'heure où elle arrivera, donc c'est peut-être un peu embêtant. Et on peut également programmer des tours guidés, soit en motoneige, soit en raquette, pour être avec un guide qui nous amène à un endroit. Et là, l'avantage, c'est qu'il nous fait souvent un feu, donc on peut quand même se réchauffer autour du feu en attendant de voir si quelque chose se manifeste. Le ski de fond, donc c'est gratuit en Laponie, vous n'avez pas besoin d'acheter de carte pour faire du ski de fond. Soit vous prenez les vôtres sur notre charter, c'est gratuit. Si les clients n'ont pas de ski de fond mais aimeraient essayer, c'est possible de les louer pour 30 € à Keslem Polo, puis d'autres tarifs aux différentes autres destinations. Donc c'est possible pour 2 heures, une journée, et on peut également faire des cours. Le ski de fond, c'est très facile en soi, c'est de la marche rapide si on reste sur du classique. Et c'est vraiment l'idéal pour se déplacer parce qu'on va quand même un tout petit peu plus vite qu'à la marche. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de cafés des pistes tout au long des pistes de ski ou de raquettes. Donc c'est aussi une espèce d'excursion où on peut aller se réchauffer, boire un truc et puis un peu voir le paysage autour. C'est très calme, très reposant. Voilà, donc une activité vraiment à recommander. Pour le nord de la Norvège, donc comme je vous dis, on a plusieurs stations. On parle des Lofoten et des Vesteralen, la région de Tromsø qui comprend la ville de Tromsø et le fjord de Malangen qui a 1 heure de route, qui n'est pas très loin. Et après encore plus haut, la région de Alta et des Alpes de Lingen.
Nous, on va plutôt se concentrer cette année sur les Lofoten, comme on a un vol Evenes, ce qui rend les connexions plus faciles. Donc, le charter, il est tous les samedis. Cette année, seulement du... Ah, je ne sais pas si je l'ai pas mis date. 29 janvier au 12 mars. Par contre, non, c'est le 4 février, pardon, je crois. 4 février au 11 mars, pardon. J'ai oublié de changer les dates pour 2023. Donc, avant, ce serait possible, mais avec des vols de ligne via Oslo, Copenhague, enfin tout le tralala, avec SAS. Sinon, on pourrait également proposer des vols de Tromsø hors de cette saison ou sur Alta éventuellement. Donc là, la plupart du temps, on prévoit un circuit en voiture. On peut également penser à l'Hurtigruten qui traverse toute la côte. Là, ça peut être une possibilité de faire un petit trajet ou de combiner avec le Hurtigruten. Donc, c'est des conditions idéales pour les aurores également, de par la situation et de par la météo qui peut être très changeante. Et puis, le climat est quand même plus agréable, même si avec le vent, ça peut sembler un peu plus froid à certains moments. Mais en tout cas, les températures de base sont moins basses qu'en Laponie finlandaise. Par contre, il y a peu de forêts. On est plutôt sur une région de montagne et de mer. Donc, comme je l'ai dit, très facile pour la conduite. Les routes sont plus souvent déneigées par rapport à la Laponie. Il y a peut-être moins de neige compacte sur la route, mais ça peut arriver qu'il y ait de la glace si d'un coup il a fait très froid et beaucoup de vent. Mais les routes sont gardées en bon état. C'est plutôt les trottoirs, il faut se méfier. Quand on marche soi-même sur le trottoir, ça peut être glissant. Donc, les Lofoten, c'est vraiment cette partie-là de la Norvège. Donc, c'est plein de petites îles, mais qui sont reliées par une route. Donc, pas besoin de prendre de ferry. C'est tout relié avec la voiture. Donc, c'est vraiment des paysages très, très jolis en hiver même. Vous avez souvent le bleu azur qui se détache avec ces montagnes en arrière-fond. Après, on a les Vesteralen qui sont un peu plus hauts. Donc là, c'est plus sauvage parce qu'on a moins d'hébergements, donc il y a moins de gens qui peuvent s'y rendre, mais on a 2-3 adresses aussi sympathiques. Donc on peut combiner les deux. Les distances ne sont pas trop grandes. Sinon, on a Senja qui est un peu plus haut. Par contre, on doit vraiment faire tout le retour via Narvik. On peut pas, il n'y a pas de ferry qui traverse l'hiver. Donc Svolvær, c'est la ville principale des Lofoten, c'est ça qu'on va entendre le plus parler. C'est la plupart des villages de pêcheurs, mais c'est souvent assez charmant. Et comme je vous ai dit, sur les Lofoten même, ça va beaucoup être des rorbus. On voit un peu les paysages qu'on va pouvoir retrouver au Lofoten, par exemple. Ça, c'est plutôt dans la région de Rheine, je crois. Donc, on voit vraiment ces montagnes en arrière-fond. On peut y monter sur certaines, après à savoir qu'en hiver, c'est un petit peu plus glissant qu'en été. Et puis après, il faut un peu connaître parce que certaines régions peuvent vraiment être dangereuses niveau avalanche. Donc après, on a beaucoup à faire sur le plat, donc voir un peu pas trop monter de dénivelé, ça peut vite être impressionnant. Donc toujours ces maisons, soit rouges, soit jaunes, soit vertes. Et cette mer un peu bleu azur qui donne vraiment envie de faire une quantité de photos. Les aurores boréales. Donc, c'est vrai que la luminosité d'un village, par exemple avec les lampadaires, peut détériorer la visibilité. C'est-à-dire que le vert, on le verra moins vert. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver quand même des endroits un petit peu que vous voyez, que votre œil ne voyait pas ces lumières parce que ça va vous embêter. Donc là, par exemple, le type de rorbu, ça peut être très moderne à l'intérieur ou très rustique. Ça dépend les types d'hébergement. Tromsø, c'est une ville qui bouge assez, où on a énormément de musées, on a la cathédrale arctique, on a une station de ski, on a des activités qui sont proposées sur l'eau, donc c'est vrai que c'est assez sympa d'y rester plusieurs nuits. Et plus loin, on a le fjord de Malangen, qui est vraiment un panorama au bord d'un fjord où il n'y a rien d'autre. Malangen propose ses propres excursions, donc on peut aussi faire une semaine que là-bas ou faire moitié-moitié entre les deux villes. Donc il y a énormément de choix niveau circuit. Alta est moins connue, elle est
connu pour son musée de peinture rupestre, mais en hiver, ce sera moins le cas. Après, elle est connue plus pour la peau de phoque, pour ceux qui veulent faire de la peau de phoque. Si vous avez des demandes, souvent, il faut faire une année à l'avance la demande, parce qu'après, les guides sont très rares, donc c'est souvent complet. Mais sinon, ça peut être aussi une région pour la raquette. Mais c'est vrai qu'on a moins d'hébergements dans cette région. Donc, à voir ce qu'on peut vous proposer. Mais c'est vrai qu'elle fait partie de la région des Alpes de Lingen, qui est vraiment connue pour ses randonnées à ski. Mais sinon, on peut faire beaucoup d'activités aussi comme du chien de traîneau. On a juste moins de prestataires. Puis comme je vous ai dit, par exemple, depuis les Lofoten ou depuis Tromsø, il va falloir faire 1 ou 2 heures de route pour s'y rendre parce qu'on n'est pas directement sur les îles. On peut également faire de la motoneige. Il y a un hôtel de glace à Alta, donc c'est aussi assez connu pour ça. Et par exemple, on a plusieurs formes de lodge dans cette région. Donc pourquoi pas aussi proposer ça aux clients pour ceux qui recherchent quelque chose un peu plus intime. En Norvège, on peut faire du kayak en hiver, bien équipé. Si la météo est bonne, c'est sympa. On peut aller voir les baleines. Donc ça, c'est dans la région de Tromsø ou d'Andenes, qui est sur les Vesteralen. On peut faire beaucoup de tours en zodiac, que ce soit pour voir la faune marine, les paysages. Donc vous voyez des fois des phoques, vous voyez des oiseaux, des aigles de mer. Donc ça, il y a de quoi aussi observer. La photo, c'est forcément populaire. Vous avez la possibilité de faire des sorties avec un guide photo qui vous permet d'améliorer votre technique. Donc, ça, beaucoup de prestataires le proposent. Du coup, comme on part sur un circuit, on a plusieurs circuits qui sont adaptés soit aux gens qui ne veulent pas faire trop de kilomètres, soit des gens qui veulent vivre un truc spécial. Donc, par exemple, le plus fameux, c'est le Au cœur des Lofoten. Là, c'est vraiment se concentrer sur toutes les Lofoten. Donc, on va faire plusieurs arrêts dans différents villages et puis prendre la voiture, donc vraiment pouvoir bien découvrir cette région. Donc là, un prix d'appel dès 2490, vous voyez un peu le type. Après, en famille, c'est possible, mais il faut savoir qu'on n'arrivera pas toujours à trouver des quadruples. Mais au début de réservation, si on n'est pas trop tard, on a encore des possibilités. L'autre qui est proposé sans la voiture, c'est le Paradis riche en contraste des Lofoten. Donc là, on organise des trajets en bus, des trajets en Hurtigruten. Donc c'est une variante pour les clients qui veulent voyager sans voiture. Et là, le prix, c'est des 2220 par personne. Une autre variante, par exemple, avec Malangen, Hundag et Narvik. Narvik est une ville plus jolie en hiver qu'en été, je trouve, parce que vous avez aussi une station de ski, les gondoles, donc un peu ce côté hiver qui cache un peu la partie industrielle. Donc ça, c'est un arrêt étape avant Evenes qui justement permet de prendre l'avion et vous n'êtes pas trop loin. Et après Malangen, qui est donc un panorama extraordinaire, et Rundog, une jolie petite auberge. Donc ça, c'est un peu pour les gens qui veulent rester au calme. Donc un joli itinéraire qui s'appelle Séjour idyllique au bord du fjord, qu'on propose des 2440 par personne. Et un autre variante pour les Lofoten seuls, mais avec moins de changements, vraiment se concentrer sur la région de Svolvær, qui est ma maison au bord de la mer, qui propose un séjour à Gimsøyen, donc vous avez vraiment une grande maison pour vous tout seul. Donc là, ce serait dès 2890 par personne. Donc voici un petit rappel des comparaisons. Donc, il y a vraiment une question de neige entre les deux destinations que vous pouvez expliquer, de paysages, soit des paysages de forêt et de collines ou de la mer et de montagne. Là, le sauna est très important parce que c'est vrai que c'est très fameux en Laponie finlandaise, mais c'est peu courant au nord de la Norvège. On n'en a pas forcément dans tous les hôtels. Et puis, par exemple, dans les Rørbu, il n'y en a pas. Donc on sera plus sur un séjour de ville en Norvège, on va plus voir des petits villages des pêcheurs et de la ville, un peu peut-être plus de monde, d'habitants que sur la Laponie finlandaise où là on est plutôt sur du un peu solitaire. Mais par contre, les activités sont plus présentes en Laponie finlandaise qu'en Norvège. On peut être un peu plus des mers en Norvège,
peut-être on a les musées, mais ils sont ouverts moins longtemps. Donc, il faut être un petit peu plus actif ou aimer se promener un peu n'importe où. Que la Laponie finlandaise, il y a vraiment, enfin, c'est tout très bien indiqué, puis autour de vous. Donc, on a moins besoin de faire de trajet pour trouver les choses. Donc, les petits plus, je pense qu'on les connaît à présent, mais c'est toujours que pendant l'hiver, ça fait longtemps qu'on est dans les destinations, donc ils nous connaissent, on a une certaine qualité de service. Les maisons, on va toujours les visiter, on va toujours les vérifier. Donc, c'est vrai qu'on les connaît très, très bien. On peut vraiment donner le maximum de conseils sur ces hébergements. On a nos vols directs qui sont très appréciés, donc on fait la plupart avec Suisse ou Edelweiss. La qualité, elle reste quand même assez haute. On essaie vraiment par rapport au service du check-in, au personnel et puis à la nourriture à bord de faire très attention par rapport à ça. On a les alarmes aux aurores qui sont vraiment un plus, qui sont faciles d'utilisation et puis vraiment qui fonctionnent tout l'hiver. On a l'application qui est aussi une possibilité d'avoir quelque chose sur le Natel, donc qui recommande la plupart des activités à faire sur place. Mais c'est sûr qu'en Laponie, tout est assez facile. Puis comme nos guides sont sur place, on va peut-être moins avoir tendance à l'utiliser, mais c'est toujours un plus avant le voyage pour découvrir un peu les choses à faire. Et voilà, nos guides sont aussi présents à Svolvær durant la Norvège, mais c'est vrai qu'on les voit peut-être moins, comme on est moins stationnaire, mais par contre, ils sont toujours disponibles par téléphone. Donc, c'est assez agréable aussi d'avoir quelqu'un à qui atteindre en cas de questions ou de pépins sur place. Et c'est vrai qu'une exclusivité pour l'hiver, qu'on fait depuis un moment déjà, c'est que sur la destination d'Akeslempolo et de l'Ouesto, si les gens réservent une maison, ils ont la location gratuite de raquettes, donc pas besoin de prendre les leurs, une trottinette à neige qui sert au déplacement ou au transport de nourriture, par exemple quand vous allez au magasin. Et il y a également une possibilité pour les familles de louer des poulkas. Donc, c'est ces grandes luges pour mettre les bébés dedans. Donc, c'est vraiment idéal quand on veut faire du ski de fond ou de la raquette, de les mettre derrière. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre le sac de portage. Donc, c'est aussi une manière locale de transporter les bébés. Voilà, donc ça, c'est vraiment un plus pour ces destinations-là. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions particulières. Donc, le flyer, je ne sais pas si vous le voyez, il est arrivé. Donc, normalement, vous devriez l'avoir en agence. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commander sur Antalis. Donc, c'est un petit flyer qui est plutôt basé sur les circuits et quelques itinéraires dans les deux régions. On n'a pas forcément mis les maisons sur la Laponie finlandaise parce que disons qu'elles sont déjà très bien réservées. Et puis, c'est vrai que ça marche un peu tout seul, donc on ne l'a pas forcément mis dans le flyer. Après, je pense qu'on va gentiment faire des PDF qui seront disponibles sur le site pour que vous retrouviez un peu un aspect vendeur des maisons pour découvrir. Mais c'est vrai que vous les retrouvez chaque maison sur Internet quand vous allez sur la page maison de vacances en Laponie finlandaise. Mais si vous avez des questions, après on fait volontiers des offres de toute manière. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, vous avez le rabais pour réservation anticipée sur tous les voyages avec un vol direct jusqu'au 15 juin. Donc, vraiment à recommander de réserver en avance pour vos clients. Et voilà, je crois que j'ai fait. Ah, on a aussi des choses sur l'Islande pour l'hiver. Donc, vous les retrouvez aussi dans ce petit catalogue, certaines idées. Et il y a 2-3 voyages encore pour l'été. C'est un peu un mixte. Voilà, si je vois des questions. J'ai pas l'impression. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous appeler ou nous faire un mail. Et je crois que c'était tout par rapport au flyer. Voilà, si vous avez des clients qui veulent tester aussi la destination de l'Ouesto, on a toujours ces lunettes 3D qu'on peut vous envoyer et que vous pouvez faire tester à vos clients. Ça, c'est aussi sympa. Ça donne un aspect vraiment réel de comment ça se passe en Laponie.
Donc voilà une idée aussi, si jamais, pour la vente. Voilà, j'espère que c'était clair et puis ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. On n'a pas de prochain webinaire prévu, mais je vous annoncerai si c'est le cas. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup.